Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 de la nouvelle émission ici à TV7 de Dans mon quartier et en anglais In My Ward. Dans le premier épisode, on a parlé à Samuel Cardarelli du quartier numéro 1. On a fait du patinage sur la glace et vous avez vu que je suis vraiment terrible à ça. Mais on a discuté des restrictions qu'il y avait en place avec les parcs municipaux pendant ce deuxième confinement à cause de la pandémie. Aujourd'hui, je suis joint avec le conseiller de quartier numéro 2, M. Mario Zante. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Mario. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, pour la première partie de l'entrevue, je veux parler un petit peu de votre histoire, votre expérience professionnelle et puis votre vie comme conseiller. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez avant d'être conseiller et quand avez-vous pris la décision de rentrer dans l'élection municipale? Euh, Plutôt parce que l'emploi d'un conseiller, c'est un emploi à temps partiel. Alors, je travaillais au gouvernement fédéral comme je travaille encore au gouvernement fédéral présentement. Alors, je travaille pour un fonds des victimes qui aide les Canadiens d'actes criminels à l'étranger à avoir de l'aide financière due à leur victimisation, on peut dire. En fait de conseiller, j'ai décidé en 2004, parce que je me suis fait élire en 2004. J'avais décidé parce que, écoutez, dans ce temps-là, tu n'étais pas dans la municipalité. Alors, Thomas, peut-être que tu ne connais pas toutes les histoires, mais c'était pas nécessairement euh, euh, un conseil, à mon avis, qui fonctionnait euh, amicalement. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas tous là pour s'accorder et pour faire sûr que tout le monde est d'accord avec uns et l'autre. Par contre, c'est important d'avoir une image pour la municipalité, pour le peuple, qui comprennent qu'on est là quand même pour faire la politique dans les règlements et la réglementation. Par contre, nous avons aussi un besoin d'être respectueux l'un envers les autres. Et c'était quelque chose une partie que je voulais amener. L'autre partie, c'était plutôt un apprentissage. J'avais entendu plusieurs différentes opinions, des différentes choses que je voulais euh, commencer à apprendre un peu plus. Je savais, écoute, je payais ma facture de taxes, mais j'ai dit, bon, mais il doit y avoir une raison pourquoi qu'on fait telle chose et pourquoi que mon voisin a le droit d'avoir une clôture telle hauteur, puis moi, j'ai pas le droit ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, ben, c'est une belle opportunité de marier ces deux choses-là, comme on dit, d'apprendre comment est-ce qu'une municipalité fonctionne, en même temps d'aider les citoyens et les personnes à l'hôtel de ville à avoir une politique dont on peut tous être fiers. Donc, vous avez dit que vous étiez élu en 2004. Donc, est-ce que c'était quelque chose que vous avez eu un Oh, grand intérêt beaucoup avant ou... pardon, c'est pas 2004, c'est 2014. D'accord. Donc, est-ce que votre intérêt dans les politiques municipales et comme vous avez dit, pourquoi ma facture est comme ça, etc., est-ce que ça venait des années avant ou c'était quelque chose qui était un peu plus spontaneous, comme on dit en anglais? J'ai toujours adoré la politique. Euh, pas nécessairement la politique et les jeux qui sont joués. Par contre, j'aimais vraiment regarder les nouvelles le soir avec ce qui se passait à Ottawa. Par contre, qu'est-ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir exactement à ce niveau ici comment tout fonctionne. Parce qu'on comprend que la politique fédérale impacte les gens durant la pandémie beaucoup plus que si ça serait hors d'une pandémie. Par contre, c'est plutôt avec le libre-échange, les situations mondiales, quoi que ce soit. Par contre, quand ça vient à la municipalité et même la province, c'est là qu'on voit comment que nos règlements affectent vraiment les gens dans la municipalité et dans leur vie. Alors, les taxes, les chemins, les eaux, égouts, je peux toutes les nommer, mais euh, c'est là, à ce point-là, que j'ai dit, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un. Et non seulement euh, dans la vie de quelqu'un, mais en effet mondial.
Donc, c'est très intéressant. Là, vous dites que votre intérêt dans le côté municipal, c'est le rôle dont vous pouvez jouer dans la vie de quelqu'un. Et il y a un petit parallèle alors avec votre boulot professionnel, your day job, comme on dit. C'est vraiment, ça affecte la vie de quelqu'un. Est-ce que vous pensez il y a un parallèle, il y a une raison que votre vie, votre expérience professionnelle a lié et peut vous aider dans votre expérience municipale? Moi, je dirais que oui. C'est un bon parallèle à faire parce que j'aime vraiment aider les gens. C'est sûr que plusieurs personnes vont dire ouais, mais tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses, mais je ne suis pas ici pour plaire à tout le monde. Je suis ici pour faire sûr de suivre les règlements. Et dans ma vie, on va dire dans mon emploi de jour, c'est excellent ce que je fais. Je suis très chanceux d'avoir accès à un fonds qui aide des gens, comme tu as dit tantôt, euh, au fédéral et aussi au municipal. Alors, ma vie d'emploi est 100% fonctionnaire, service aux citoyens, et j'adore ça. J'adore ça. Et donc, quand vous êtes rentré dans les élections municipales, je sais qu'il y a évidemment beaucoup de travail qui doit être fait par les conseillers. C'est beaucoup de travail qu'on dirait, pardonnez-moi le mot, mais c'est pas tellement sexy. C'est les rues, c'est les égouts, c'est toutes les choses qu'il faut pour qu'une cité fonctionne parfaitement. Mais quand les personnes normalement rentrent ou ils passent pas dans une élection, c'est pas normalement les choses peut-être qu'ils vont dire qu'ils veulent atteindre. Donc, qu'est-ce qui sont les choses que peut-être depuis 2014 et 2018 aussi, que vous voulez vraiment atteindre avec votre position en tant que conseiller? Il n'y a pas une chose en particulier, moi, je dirais, parce qu'on travaille en équipe. Je veux dire, même si moi, je voulais paver deux chemins, ça ne veut pas dire que le conseil va être d'accord et va dire oui. Alors, je suis un vote sur 9 euh, et j'ai compris ça avant de rentrer. Alors, comme ils disent en anglais, my expectations étaient vraiment euh, basées sur le fait, la réalité de mon rôle. Alors, ce n'était pas un rôle que j'allais rentrer et commencer à me battre et dire, OK, on change ci, on change ça. C'est important de comprendre aussi que quand on rentre, quand on veut se présenter vraiment au conseil municipal, on veut se présenter pour faire une différence. Par contre, nous, on rentre et certaines personnes sont très chanceuses d'avoir déjà une expertise dans certaines choses. Alors, si, comme M. Simoneau auparavant était un ingénieur, alors ceci aidait énormément au fait que à chaque fois qu'il y avait une question ingénierie, on regardait à M. Simoneau pour dire, ben, si lui est d'accord, il doit savoir comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est un exemple parce que nous, on rentre au conseil, on est élu. Il faut devenir presque un expert ou, je ne dirais pas expert, je veux dire quelqu'un qui est vraiment connaissant dans tous les sujets, que ce soit les parcs, les eaux et égouts, les chemins, euh, toutes ces choses-là. Par contre, on se fait payer 30 000 par année à s'asseoir dans un siège qu'on vient juste d'être euh, honoré d'avoir, à débattre des professionnels qui sont payés beaucoup plus que nous, qui sont concentrés dans cette maîtrise-là, qui connaissent ça. C'est moi qui sont en train de leur demander des questions là-dessus. Alors, je suis connaissant que je demande des questions pour avoir des réponses et non pour leur dire quoi faire. Je ne suis pas un ingénieur. J'ai aucune expérience dans les parcs et tout ça. Par contre, je comprends, je suis la voix des citoyens. Puis eux autres m'appellent, m'envoient plusieurs courriels, souvent par jour, pour me dire exactement où sont leurs priorités. Et c'est à ce point-là que j'emmène ceci et j'essaie de faire une sorte de, comme j'avais dit tantôt, de marier les deux là, pour dire, OK, ben voici qu'est-ce que les gens veulent et voici la réalité de qu'est-ce que je peux vraiment demander. Mais je ne suis pas là pour dire à un ingénieur quoi faire. Ce n'est pas moi qui connais les règlements ou quoi que ce soit. Alors, c'est très difficile parce que, on rentre là et on est tous comme we're all gung-ho, comme ils disent en anglais. Là. On veut changer les choses, on veut tout virer de bord. Puis je pense que les freins frappent très, très vite en voulant dire attends une minute. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règlements et il y a des règlements pour une raison. Et voici tel ingénieur, il va tout expliquer. C'est là que tu dis OK, là, on recule un peu et là, on commence à faire un partenariat pour faire sûr que les citoyens sont entendus, mais aussi que
c'est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien parce que sans eux, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu avec les nouveaux conseillers, peut-être en 2018 aussi, cette réalisation qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous, comme vous dites, vous êtes la voix du citoyen et vous n'êtes pas là pour être un expert sur tous les départements différents? Oui, ben, Monsieur Bouchard avait déjà une expertise dans certaines choses parce qu'il avait déjà travaillé à l'Hôtel de Ville. Alors, il comprenait comment ça fonctionnait. Monsieur Cardarelli, lui, a une histoire côté famille, qui est aussi politique, dans l'environnement aussi. Alors, il comprenait qu'est-ce qui se passait. Mais en étant un deuxième terme, c'est sûr qu'on essaie d'aider les conseillers qui sont premier terme pour faire sûr qu'ils comprennent un peu plus. Par contre, ils ont des idées eux autres mêmes, ils ont un mandat de leurs citoyens et citoyennes qui leur demandent de faire certaines choses. Alors, c'est sûr que on a tous des différents angles, en fait, de rentrer dans le conseil et de faire sûr qu'à la fin de la journée, tout est beau. Par contre, oui, il y avait plusieurs personnes qui étaient. J'essaie d'être politically correct, comme ils disent. Qu'est-ce que je veux dire? Tout a bien fonctionné. Par contre, oui, il y avait certains c'est sûr, qui voulaient faire leur marque, on peut dire, sur le concept. Absolument. Et c'est comme vous dites, il y a tout le monde qui veut faire ça d'abord. Mais c'est bien d'entendre, comme vous avez dit, il y avait peut-être un conseil qui ne s'entendait pas tellement bien il y a 7-8 ans, mais maintenant, il y a évidemment un changement qui a eu lieu parce que même avec les conseils de ville, maintenant, il y a peut-être les gens ne sont pas toujours d'accord, mais il n'y a pas vraiment de animosity, comme on dit en anglais. Donc, en regardant, on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Ça se passe vraiment vite, je sais. Tu me connais, j'aime ça parler, moi, là. Bah, ça, tout le monde le sait, j'en suis sûr. Mais vous êtes dans votre 7e année maintenant en conseil. Donc, je voulais juste vous demander, quelles sont vos ambitions? Pensez-vous que vous allez essayer de continuer? Voulez-vous vous impliquer un peu plus? Écoute, j'avais fait j'avais apparu sur la station de radio de Clarence Rockland. Puis, M. Derek Scott m'avait demandé la même question, s'il y avait quelque chose d'autre qui était planifié. Les plans sont présentement que, oui, je me présenterai à la mairie. Par contre, il y a plusieurs choses qui peuvent changer dans presque 2 ans ou dans un an. Alors, moi, je sais que j'ai des idées, j'ai déjà commencé à préparer une équipe pour m'aider parce que c'est un gros travail à se présenter à la mairie. Par contre, je me présenterai pas si je n'aurais pas des idées comment améliorer la vie. Et alors, pour moi, ça, c'est très important. Je ne gaspillerai pas le temps des gens pour juste dire, bon, ben, ça fait 2 termes que je suis conseiller, on dirait que c'est la progression normale que je me présente. Ce n'est pas le cas. Si je me présente, c'est parce que j'ai des idées. Je veux mettre Clarence Rockland sur la carte, on peut dire. Nous avons une population bilingue incroyable. Nous avons une société qui veut travailler, qui veut. On ne devrait pas aller à Ottawa pour aller chercher un emploi qui paye bien. Alors, c'est notre responsabilité de faire sûr et certain qu'on bâtit une cité où on peut habiter et travailler avec des bons salaires. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne fais pas de promesses. Par contre, j'ai déjà commencé et on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais oui, j'aimerais ça avoir un mandat des citoyens pour être membre. Dans cette deuxième partie de cette émission, nous allons parler des magasins et des produits de cannabis dans notre région. Donc, la raison pourquoi je voulais vous parler, Mario, à propos de ce sujet, c'est qu'il y a quelques semaines au conseil municipal, vous avez soulevé un problème potentiel. C'est la consommation du cannabis chez les jeunes. Donc, avez-vous le sentiment que ce problème se développe dans notre région et pourquoi? Je ne peux pas dire dans toute notre région. Je pourrais dire dans une région spécifique. J'ai eu de l'information concernant des jeunes, même dans les écoles primaires, qui non seulement fumaient des produits cannabis, mais avaient
certains autres produits cannabis. Écoute, il faut vraiment que je commence en disant que ce n'est pas un problème qui nous. Ça fait longtemps que le cannabis existe, puis ça fait longtemps que les jeunes fument du cannabis. Par contre, qu'est-ce qui arrive maintenant à cause que c'est légal? Nous avons une situation où n'importe qui peut l'acheter, même les adultes, et peuvent donner ça aux jeunes, comme qu'ils faisaient auparavant avec les cigarettes. Alors, on savait qu'il y avait toujours quelqu'un, tu sais, avoir 18 ans pour aller acheter des cigarettes, puis il y avait toujours un adulte qui allait l'acheter. On comprend cette situation. Par contre, à cause que c'est légal, certains des jeunes pensent qu'ils peuvent en fumer n'importe où, n'importe quand, puis ils ne comprennent pas le dommage que ça peut créer. Alors, c'est sûr et certain que je veux faire sûr que ce n'est pas visé envers les nouveaux commerces de cannabis, qu'il y ait un commerce dans Rockland ou 2 ou 3 ou 4, ou que ça soit acheté en ligne sur l'Internet. Si quelqu'un en veut, ils vont aller en chercher. Mais ça m'inquiète beaucoup d'avoir des jeunes comme ça. Alors, au commencement, quand on avait dit oui, le gouvernement provincial avait indiqué que la municipalité pourrait obtenir un certain montant d'argent. À ma compréhension, cet argent-là était pour aider aux situations comme celle-ci. Puis, quand j'ai demandé la question, c'était une surprise, je veux dire honnêtement, que l'argent, ils ont dit, avait déjà rentré et que ça avait été utilisé pour la réglementation. Comment est-ce que ça aurait pu être utilisé pour la réglementation avant même que les magasins rouvrent? Ça, je ne sais pas. Donc, c'était votre compréhension que ça allait être utilisé pour autre chose? Oui, alors nous avons une responsabilité aussi. Puis, il faut que je fasse beaucoup plus de recherches là-dessus parce que maintenant, il faut que je recule pour aller voir exactement ce que la province avait dit. Mais comme j'ai dit, ma compréhension, c'était qu'on allait recevoir de l'argent pour aider dans la santé mentale et la santé des ados, en voulant dire de l'argent pour donner aux organismes gouvernementaux ou à but non lucratif pour être capable d'aider les jeunes à en sortir et faire beaucoup plus d'éducation dans les écoles. Comme vous comprenez, l'éducation dans les écoles, ce n'est pas nécessairement quand un conseil décide d'aller dans une école, plutôt c'est quand que le gouvernement provincial et le conseil font affaire avec le school board, je m'excuse, le conseil scolaire, pardon. Et c'est tout un organisme qu'il faut qu'il fasse un effort. Par contre, souvent, les jeunes, on dirait qu'ils sont perdus dans tout le red tape de cette situation-là. C'est de valeur parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre ces produits-là sans savoir exactement le danger que ça peut faire sur un cerveau en bas de 18 ans. Donc, vous pensez qu'il y a une situation qui se développe dans certains endroits, au moins, qu'il y a des jeunes qui consomment le cannabis beaucoup plus parce que c'est légal et ils le consomment d'une façon plus à l'aise, comme s'ils achetaient une bouteille de bière et ils allaient la voir sur le coin de la rue. Oui, mais comme j'ai dit tantôt, je ne peux pas dire nécessairement que ça l'arrive plus parce que je n'ai jamais fait d'études personnellement pour savoir si les jeunes fumaient. Je sais que même quand que moi, écoute, j'ai 47 ans, puis quand que j'étais à l'école, c'est sûr que les jeunes à l'école secondaire fumaient du cannabis aussi. Alors, c'est rien, comme j'ai dit, c'est rien de nouveau. Par contre, on commence à voir le fait, comme tu as dit, ça se fait plus à l'aise. Dans ce temps-là, c'était caché parce que tout le monde savait que c'était illégal. Maintenant, on dirait que ça sort dehors et ça fume comme une cigarette. Mais, écoute, il y a une différence, là. Donc, est-ce que vous sentez que ce problème est lié directement à la ouverture des magasins de cannabis dans notre cité, dans notre municipalité? Je ne crois pas que ça a à faire avec les magasins. Comme j'ai dit tantôt, si quelqu'un le veut, ils peuvent aller l'acheter sur le site web. Alors, c'est le fait que, à mon avis, quand ça a été légal, c'est sûr que le gouvernement fédéral, lui, son rôle, c'est de faire sûr que le code criminel est ajusté pour faire sûr que les provinces peuvent opérer. Maintenant, on a des provinces et chaque province a fait une différente chose. Et ils ont le droit sous la Constitution, parce que c'est eux autres qui gèrent le dossier ou le portefeuille de santé. Par contre, on dirait qu'ici, en Ontario, quand on a signé
c'était parce que moi, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, on peut signer. Il disait, bon, ben, chaque propriétaire, il faut qu'il y ait, je pense, c'était 100 000 cash dans une cité de plus que 50 000 personnes. Et bon, ben, ça continuait avec une liste très longue de qualifications. Alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, ça l'affectera jamais, Clarence Rappland. Alors, on a dit oui avec cette pensée-là qu'on allait avoir de l'argent pour nous aider à contrôler et à faire de l'éducation sur le cannabis. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement quelle date. Pouf, toutes les barrières sont ouvertes. Maintenant, n'importe qui peut avoir une licence et avec cette licence, qui coûte seulement, je pense, c'est 5 à 8 000 $ pour licence, tu as même le droit après ça d'avoir 75 licences additionnelles. Hey, attends une minute, là. À aucun point on était, en tant que municipalité, consulté sur cette nouvelle approche que la province allait faire. Alors, c'est sûr que moi, c'était un peu comme un choc. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce point-là? La province a déjà dit, bon, ben c'est fini, on l'a fait, c'est loi, on y va. Puis maintenant, on est pris avec supposé un montant d'argent qui est rentré, inconnu, je ne sais pas c'était quel montant, qui a été utilisé pour quelque chose d'autre. Puis maintenant, ben, qui va aider ces jeunes-là? Est-ce que ça tombe sur la municipalité? Est-ce que ça tombe sur des organisations à but non lucratif? Est-ce que c'est le gouvernement provincial qui va faire quelque chose pour les aider? Alors, beaucoup de questions encore. Puis, ce n'est pas un dossier que je laisse tomber. J'aimerais avoir plus d'informations parce que notre rôle en tant que municipalité, c'est de faire sûr et certain qu'on prend soin des citoyens, puis au moins qu'ils sont éduqués avec les problèmes du cannabis. Ouais, j'avais contacté Agco à la fin de l'année 2020 parce que ce problème avec les magasins, le nombre de magasins de cannabis, c'était un sujet dans lequel vous avez communiqué avec, oh non, c'était conseiller Cardarelli, pardonnez-moi, qui avait communiqué avec le conseil en octobre ou novembre 2020 à propos du nombre de magasins de cannabis. Et c'était en janvier 2019, je pense que vous avez signé pour prendre cet argent, comme vous dites. Et c'était en juillet 2019 que le gouvernement provincial avait changé ce qu'il faisait, les restrictions, comme vous dites. Mais quand je leur ai contacté, ils m'ont dit que le framework que vous avez, le truc que vous avez signé, c'était un framework. Il y avait toujours l'intention de le changer. Donc, ils m'ont dit que c'était un risque que le conseil a pris et que vous saviez que c'était un risque. Vous pensez quoi de ça? Ouais, ouais, mais ça, c'est tout dans le fine print, ça. Écoute, c'est sûr qu'on sait que n'importe quel règlement peut changer de n'importe quel temps, mais avoir un règlement qui change à cette magnitude, si vous avez pris le temps, si une province a pris le temps de nous envoyer les détails au commencement, bien sûr et certain qu'il aurait pris le temps pour nous envoyer l'amendement, la modification qui a été faite au règlement. Mais il n'y a aucune modification qui a été faite. Alors, comme j'ai dit, c'est sûr qu'on sait que n'importe quel règlement peut changer, mais la province est là en tant de rôle de leadership et c'est à eux de nous faire sûr de communiquer celle-ci. Moi, la résolution que moi j'avais passée, c'était une résolution que j'avais eue et j'avais demandé la permission à Mathieu Fleury, qui est un conseiller à Ottawa, pour dire est-ce que je pourrais peut-être utiliser le même, comme tu as dit, framework de la résolution pour notre municipalité. Et quand ça a passé ici, pour faire sûr que on n'avait pas un magasin de cannabis de l'autre bord de la rue d'un autre magasin de cannabis, j'étais très, très fier que le conseil a dit oui et qu'on avait voté d'envoyer ça à toutes les municipalités dans l'Ontario. Et écoute, ça fait chaud au cœur quand tu reçois une lettre d'une municipalité en Ontario qui t'appuie, puis qu'eux-mêmes ont envoyé leur préoccupation avec ceci. Alors, c'était quelque chose qui était... j'ai bien aimé la façon que ça s'était déroulé. Alors, on essaye en tant que conseiller de faire certaines choses. C'est sûr qu'on n'a pas tous les outils dans notre coffre à outils. Ce n'est pas à nous à faire certaines choses. Nous avons des règlements et nous sommes responsables pour certaines choses, la province et ensuite le fédéral. Par contre, j'aurais aimé beaucoup recevoir un peu plus d'informations de la province avec telle chose. Et s'il était, j'ai juste un dernier point, Thomas, si la province avait dit, on va vous donner un certain montant d'argent avec les premiers frameworks qu'on a eus,
penses pas que s'ils savaient qu'on allait augmenter, qu'une licence pourrait avoir 75 magasins, ils n'auraient pas offert un peu plus d'argent pour ceci? Alors, je crois qu'il y a une raison pourquoi ça a été fait vite comme ça et il n'y a pas eu de communication parce que la province aurait su qu'en tant que municipalité, on aurait demandé pour des fonds pour aider notre municipalité avec le cannabis. Ouais, c'est très intéressant et ça va être vraiment, vraiment difficile d'obtenir une vraie réponse avec la province et tout ça. Comme vous dites, c'est quasiment impossible maintenant, mais c'est très bon de voir que le conseil municipal ici à Clarence-Rockland, au moins, essaye de suivre, comme vous avez dit, conseiller Fleury à Ottawa, d'imposer des restrictions sur le nombre de magasins de cannabis qui peuvent ouvrir dans un petit endroit. Parce qu'on regarde déjà sur la rue Chamberlain, il y a 2 magasins de cannabis, juste un en face de l'autre quasiment. Donc, tout d'abord, je voulais vous demander avec les entreprises, les nouvelles entreprises qui arrivent dans la cité, ça va toujours être une bonne chose sûrement du côté financier. Mais est-ce que vous pensez qu'en ce moment, je pense qu'il y a 3 magasins de cannabis qui sont ouverts ou presque ouverts, avec un 4e sur le website de Agco qui dit qu'il va ouvrir dans la cité. Ça, c'est 4 magasins de cannabis juste en Clarence-Rockland. Est-ce que vous pensez que ça, c'est trop? Oui, ben écoute, ça serait pareil comme... oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est beaucoup. Je pense pas qu'il y a tant de personnes qui fument du cannabis ou qui aiment boire les produits cannabis ou manger les produits cannabis. Mais peut-être que je me trompe. De tous les gens que je connais, il y a peut-être une personne qui m'a confié que oui, il aimait ça. Par contre, s'il y en a 4, puis le marché n'est pas assez fort pour soutenir les 4, bon, ben, il y en a qui vont malheureusement fermer leurs portes. Moi, je ne peux rien faire là-dedans. Là. Ça serait la même affaire de dire qu'il faudrait commencer à contrôler les salons de coiffure et les pizzerias ici à Rockland. Et on comprend qu'il y en a plusieurs et ils sont tous capables de survivre. Alors, on ne sait pas. Moi, mon problème, c'est que je n'aime pas dire non à des commerces parce que c'est quelque chose de nouveau. Le gouvernement fédéral a dit que c'était une loi, que ce soit notre conseil qui aurait dit oui ou un autre conseil, éventuellement, ça leur arrive. Alors, par contre, comme j'ai dit, ça va être au marché de dire, savoir si ça va fonctionner long terme ou non. Et Mario, on arrive vraiment rapidement à la fin de cette émission. Je pense que le 2e épisode qu'on fait ensemble, quand on a fini le côté un peu plus personnel, on peut vraiment se dévoiler un peu plus dans le sujet. Mais je voulais juste vous demander à la fin, parce que la vraie raison, comme on a dit au début de cette 2e partie, de parler du cannabis, c'est parce qu'on voit peut-être qu'il y a une augmentation dans le nombre de jeunes qui consomment le cannabis, ou au moins qu'ils consomment sans vraiment y penser aux effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Donc, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez maintenant que vous pouvez faire pour l'empêcher et quelles sont vos prochaines étapes pour l'empêcher? Honnêtement, en fait, de conseil, il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher les jeunes. C'est vraiment l'éducation. Il va toujours avoir des grands frères ou des grandes sœurs ou même des parents qui vont juste donner n'importe quoi à leurs enfants. Écoute, ils le font avec des cigarettes. Alors, on comprend, c'est ça, mais notre but, c'est de continuer à pousser le gouvernement provincial à reconnaître les dangers dans les jeunes. C'est tout. Il y a des choses qui sont bonnes à propos du cannabis. Sinon, le gouvernement canadien n'aurait jamais commencé à le pousser et à le vendre en temps de médecine. Alors, on comprend qu'il y a des bonnes choses. Par contre, il y a aussi des mauvaises choses dans des jeunes. Alors, notre municipalité a une responsabilité à jouer, par contre, très limitée. Alors, c'est vraiment de continuer le lobbying au gouvernement provincial pour faire sûr et certain qu'ils comprennent les dangers. Bonne chance avec ça et on va le suivre évidemment avec une grande attention. Et on arrive à la fin de cet épisode. Donc, je voulais juste vous remercier, conseiller Zante, d'avoir pris le temps de parler avec nous. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se rattraper encore dans je crois que c'est 2 mois la prochaine fois qu'on se parle encore, mais on va évidemment se parler un peu plus avant ça. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci à toi, Thomas. Bonne soirée. Parfait, merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle émission ici sur TV7 dans mon quartier et en anglais, In the Woods. On fait un épisode en anglais, puis un épisode en français. On va le faire à la filée comme ça. Et la semaine prochaine, on va parler à conseiller du quartier numéro 3, M. Carl Grimard. Merci d'avoir regardé et passez une bonne soirée.